Salut les amis, quand on pense à Léonard de Vinci, on a tout de suite l'image qui débarque. Le vieux sage, la grande barbe blanche, le génie absolu qui a tout inventé, de la Joconde jusqu'à l'hélicoptère. C'est une image presque mythologique, une vraie légende. Eh bien aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est justement ça. On va mettre la légende de côté pour aller gratter un peu le vernis. On va essayer de déconstruire le mythe pour comprendre qui était vraiment l'homme, avec ses doutes, ses échecs, et surtout pour comprendre les véritables mécanismes de son génie. Alors, la question centrale, c'est celle-là. Qui était-il au fond? Un peintre incroyablement doué, un inventeur complètement visionnaire, un scientifique à la limite de l'obsession? On le qualifie souvent de polymathe, vous savez ce mot un peu savant pour dire qu'il touchait à tout, et c'est vrai, mais cette étiquette, elle est un peu réductrice. Pour vraiment piger Léonard, il faut aller plus loin que la simple liste de ses talents. Il faut se demander comment tout ça fonctionnait ensemble. Comment le scientifique venait nourrir l'artiste et comment l'artiste, lui, guidait l'ingénieur. C'est cette fusion totale, cette absence de frontières dans son cerveau qui est peut-être la première clé pour vraiment le comprendre. Bon, allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec le premier grand pilier de sa pensée. Le cliché le plus courant, c'est de séparer Léonard l'artiste de Léonard le scientifique, comme s'il y avait deux personnes. Pour lui, c'était tout simplement impensable. L'un n'allait jamais sans l'autre. La peinture, pour lui, c'était pas juste un acte de création, un truc joli. Non, c'était le summum de la connaissance, une science à part entière qu'il appelait la science de la vision. Pour illustrer ça, prenons un de ses chefs-d'œuvre, un que tout le monde connaît, la Seine. On la voit comme une fresque religieuse immense, magnifique, et c'est le cas. Mais pour Léonard, c'était avant tout un gigantesque laboratoire, une expérience à taille réelle où il a pu mettre en pratique toutes ses théories sur la nature humaine, la physique, la géométrie, la chimie. C'est bien plus qu'une peinture, c'est carrément l'aboutissement de décennies de recherche. Et quand on regarde les ingrédients de cette expérience, c'est juste fascinant. D'abord, l'anatomie des émotions. Léonard ne voulait pas juste peindre 12 apôtres autour d'une table. Non, il voulait peindre 12 réactions humaines distinctes, 12 chocs. Face à l'annonce terrible de Jésus, l'un de vous va me trahir. Pour y arriver, il a fait un truc assez osé pour l'époque, il a bravé les interdits de l'Église et il a disséqué des cadavres. Imaginez la scène, la nuit, dans le secret des morgues, pour comprendre comment fonctionnait chaque muscle du visage, chaque tendon qui pouvait exprimer la surprise, la colère ou la peur. Ensuite, la géométrie, c'est un truc de fou. Toute la fresque converge vers un point de fuite unique, un seul, situé pile sur la tempe du Christ. Ce n'est pas juste un exploit technique pour faire joli, non, ça guide notre œil de manière implacable, ça nous force à nous concentrer sur le Christ et ça crée une tension dramatique incroyable. Et enfin, la chimie d'un désastre. La technique classique de la fresque, c'était de peindre sur un enduit encore humide. Ça sèche vite, très vite, trop vite pour Léonard qui était un perfectionniste obsessionnel. Il voulait pouvoir prendre son temps, revenir sur son travail. Alors il a inventé sa propre recette, une sorte de peinture à l'huile appliquée sur un mur sec. Sauf que ça n'a pas marché. L'humidité a très vite commencé à détruire son œuvre, de son vivant même. C'est un échec technique, oui, mais un échec qui nous en dit long sur son obsession pour la perfection. Et en fait, toute sa démarche se résume dans cette phrase. Peindre l'homme. La première partie, c'est la technique. La maîtrise de l'anatomie, des proportions, du dessin, c'est la base. Mais la deuxième partie, peindre les intentions de son esprit, c'est là que se trouve le vrai défi. C'est réussir à capturer l'âme, ce qui est invisible, l'émotion pure. Et pour y arriver, il était convaincu qu'il fallait une connaissance profonde, quasi scientifique, du corps humain, des jeux de lumière, de la nature. Son art, ce n'était pas une simple imitation du réel. C'était une véritable enquête pour en révéler la vérité cachée. Allez, on change de casquette. On a parlé de l'artiste, passons maintenant à l'autre grande facette du personnage, celle qui a le plus nourri la légende, l'ingénieur. Quand on dit Léonard, on pense direct à ses carnets remplis de dessins de machines volantes, de chars d'assaut, de sous-marins. On a l'impression qu'il a littéralement dessiné le futur, 400 ans en avance. Mais là encore, si on gratte un peu le vernis du mythe, la réalité est plus complexe et franchement bien plus intéressante. Ces inventions, elles ne sont pas sorties de nulle part, comme par magie. Elles sont le résultat d'une méthode bien précise, une observation acharnée du monde et une volonté permanente d'améliorer ce qui existait déjà. C'est la question qui tue. Le mythe du génie isolé qui crée tout seul dans son atelier, il est super tenace, hein. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Léonard était une sorte d'électron libre, complètement déconnecté de son époque? Ou est-ce qu'il était, comme tout le monde en fait, le produit de son environnement, un maillon dans une longue chaîne de savoir? Eh bien la réponse est non. Bien sûr que non, il n'était pas seul, loin de là. Léonard était l'héritier d'une très riche tradition d'ingénieurs de la Renaissance. Il faut se l'imaginer, tout jeune apprenti à Florence, les yeux grands ouverts devant les grues et les machines de levage monumentales conçues par le génial architecte Brunelleschi pour construire le dôme de la cathédrale. C'est là que tout a commencé pour lui. Et plus tard, il ne s'est pas contenté d'inventer, il a dévoré les traités de ses prédécesseurs. On sait par exemple qu'il possédait un traité d'ingénieur et militaire, de Re Militari, et qu'il l'a couvert d'annotations.
Il s'est aussi beaucoup inspiré des idées de ses contemporains, comme Francesco di Giorgio Martini. En fait, Léonard n'était pas un inventeur qui partait d'une page blanche, c'était plutôt un compilateur, un améliorateur, un esprit de synthèse incroyable qui absorbait tout le savoir disponible pour le pousser encore plus loin. Du coup, son vrai processus de création, c'était pas celui d'un visionnaire qui aurait des flashs de génie, c'était celui d'un observateur obsessionnel. Pour concevoir ces machines volantes, il n'a pas rêvé d'avion. Il a passé des heures et des heures à disséquer des oiseaux, des chauves-souris, à analyser la structure de leurs ailes, le mouvement de leur vol. Et ces carnets, ils ne sont pas remplis de plans de machines parfaites prêtes à l'emploi, non. Ils sont remplis de tâtonnements, d'essais, d'erreurs, de concepts abandonnés. D'ailleurs, la plupart de ces machines n'ont jamais été construites. Et franchement, celles qui l'ont été n'auraient probablement pas fonctionné. Mais c'est pas ça l'important. Le génie de Léonard, ce n'était pas de prédire le futur, mais d'interroger le présent avec une intensité et une curiosité absolument inégalées. Et tout ça, ça nous amène à un aspect fondamental de sa personnalité, un truc souvent méconnu, mais qui est peut-être la clé de tout. Un aspect qu'il a d'abord vécu comme un handicap, mais qui est devenu sa plus grande force intellectuelle. Léonard se décrivait lui-même comme un uomo senza letter, un homme sans lettres, en gros, un homme sans diplôme. Pourquoi ? Parce qu'il était un enfant illégitime. Et à la Renaissance, ça voulait dire que les portes de l'université lui étaient fermées. Il n'a donc jamais appris le latin ou le grec, qui étaient les langues obligatoires pour accéder au savoir officiel de l'époque. Il était un outsider, un pur autodidacte. Et face au mépris des universitaires qui le regardaient de haut, il a fait un coup de génie. Il a retourné l'insulte. Il a dit « Ok, vous êtes les disciples des livres anciens, eh bien moi, je serai le disciple de l'expérience. » Il a fait de sa faiblesse sa plus grande force. Et cette philosophie, elle lui venait de loin. C'est le conseil que lui répétait tout le temps son grand-père Antonio, qu'il a en partie élevé. Paul l'occhio, ce qui veut dire en dialecte toscan « ouvre l'œil ». Cette petite phrase toute simple est devenue le pilier de toute sa démarche. Ne pas croire aveuglément ce qui est écrit dans les livres, mais faire confiance à ce que l'on peut voir, toucher, expérimenter par soi-même. C'est cette mentalité qui l'a poussé par exemple à étudier les couches de fossiles dans les montagnes et à conclure que la Terre était bien plus vieille que ce que la Bible ne le disait. Pour l'époque, c'était une audace intellectuelle complètement folle. Son manque d'éducation classique l'a libéré du poids de la tradition et l'a forcé à inventer sa propre méthode, qui est en fait la base de la science moderne, l'observation directe du monde. Alors, au final, après tout ça, que nous reste-t-il de Léonard de Vinci ? Quel est son véritable héritage, au-delà des quelques tableaux qui ont survécu et des machines qui n'ont jamais vraiment vu le jour ? Eh bien, la réponse, elle se trouve peut-être dans ce simple chiffre. Vous êtes prêts ? Plus de 7000. C'est le nombre de pages de ces carnets personnels qui sont arrivés jusqu'à nous. C'est une masse de documents absolument colossale, bien plus grande que toute son œuvre peinte. Et c'est là-dedans, dans ce trésor de papier, que réside le vrai Léonard. Quand on feuillette ces carnets, on ne découvre pas juste un peintre ou un ingénieur. On découvre un esprit en ébullition permanente. Sur une seule et même page, on peut trouver des études anatomiques ultra précises du cœur. Juste à côté de croquis pour une machine hydraulique, d'une liste de courses et de réflexions sur la lumière de la Lune. Ces milliers de pages, ce ne sont pas qu'un recueil de projets. Elles sont le témoignage vivant de son véritable chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui n'est pas peint sur une toile, mais qui est gravé dans son esprit. Sa propre curiosité. Une curiosité insatiable, sans limite, qui refusait de mettre la moindre frontière entre les disciplines. Son plus grand projet, finalement, ce n'était pas de peindre un tableau ou de construire une machine. C'était de tout comprendre. Et c'est peut-être ça la pensée la plus vertigineuse pour conclure. Et si le plus grand cadeau que Léonard nous ait laissé, ce n'était pas la Joconde, mais plutôt une méthode, une invitation permanente à regarder le monde avec des yeux neufs, à ne jamais cesser de poser des questions, à relier des domaines que tout semble opposer, et surtout à faire confiance à notre propre capacité d'observation. Et si son véritable héritage, c'était tout simplement un mode d'emploi pour être curieux ? À bientôt pour un prochain podcast, les copains!